Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui dans l'émission C'est dans la boîte, une émission Inside dans les entreprises. Aujourd'hui, nous sommes à MPH, à Villeroy, au cœur même. D'ailleurs, vous devez entendre un petit peu l'ambiance de l'usine. Aujourd'hui, une émission sur une thématique transmission d'entreprise, la clé de la réussite. Et aujourd'hui, pour en parler sur le plateau, nous avons Julien Platel qui a repris l'entreprise et qui nous accueille aujourd'hui. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Merci de nous accueillir ici même, au cœur de votre entreprise. Avec plaisir. Alors, vous êtes le repreneur, et puis vous êtes le cédant à côté, avec Silver Moreau, l'ancien maître des lieux depuis plus de 20 ans. Bonjour Silver. Bonjour Miguel. Comment En ça effet, ça va très bien. Et en effet, l'ancien maître des lieux, mais enfin maître, Oui. c'est un grand mot. Hein. C'est un grand mot. Ça vous a fait bizarre d'arriver ce matin dans Ça l'entreprise? m'a Vous l'avez fait dit dehors. bizarre d'arriver ce matin après les vacances. Après les vacances. Après les vacances et de revenir comme ça. On en reparlera. Et sur le plateau qui m'accompagne tout au long de cette émission, qui sera d'ailleurs en 2 parties, le délégué général de l'UMM de Lyon, Claude Vaucoulou. Bonjour Claude. Bonjour Miguel. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Bon. Et c'est toujours un plaisir d'être sur ces plateaux pour montrer comment dans Lyon nous avons de si belles pépites. Et sur la thématique de la transmission et de la reprise, il y a beaucoup à dire et nous allons y consacrer le temps nécessaire ce matin. Absolument, 2 fois 10 minutes de série. Il y aura un autre invité derrière, 2 autres invités, un spécialiste d'ailleurs qui accompagne les repreneurs et aussi les cédants. On les retrouvera tout à l'heure dans l'émission. Et tout de suite, justement, Claude, la transition. Faites-nous une petite présentation d'une part de Julien Platel et de Silver Moreau. Alors écoutez, c'est emblématique, si vous voulez, d'avoir sur un même moment et au même lieu le cédant et le repreneur. Le repreneur d'une entreprise qui est un fleuron de la mécanique pour les entreprises iconaises, et à l'UIMM de Lyon, nous y sommes évidemment très, très attentifs et nous sommes très fiers de posséder, j'allais dire, en tout cas de fédérer d'aussi belles entreprises. Et nous sommes ici sur un exemple de ce qui peut être fait, de ce qui doit être fait en matière de transmission et de reprise d'entreprise, avec Silver qui, comme vous le disiez Miguel, a très longtemps, et c'est un bijou de famille, si vous me permettez cette expression, c'est un bijou de famille que l'on transmet, et puis Julien qui cherchait à reprendre une entreprise industrielle pour entrer dans le vif du sujet, pour se mettre les mains dans le cambouis, si je puis m'exprimer ainsi également, et qui, tous les deux, ont réalisé cette très belle opération qui permet, bien sûr, de préserver un outil industriel, qui permet de préserver de la richesse industrielle, et puis qui permet aussi d'imaginer le développement à venir de cette belle entreprise MPH. Absolument. Alors, MPH, c'est une entreprise industrielle qui est spécialisée dans l'usinage technique. 11 salariés, et vous travaillez dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, du sport automobile. C'était ou c'est encore une entreprise familiale? Oui, c'est une entreprise à taille humaine. Et donc, dans la suite de la génération Moreau, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir repris l'entreprise pour poursuivre son développement. Et en effet, entreprise à taille humaine, familiale, petite équipe, comme vous l'avez dit, mais grand savoir-faire et très bonne technologie installée et très bon talent qui accompagne les machines qui sont ici dans l'usine. Silver Moreau, vous êtes l'ancien maître de ces lieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de cette entreprise? Oui, tout à fait. L'histoire, en fait, je suis la 4e génération d'usineurs dans la famille. J'ai repris cette société suite à mon parcours scolaire IT2I IFAG à Auxerre. Puisque mon père voulait absolument pas que je reprenne, donc comme tout bon élève, je l'ai fait. Et puis en fait, on a poursuivi le développement mécanique de précision, pièces complexes, depuis 20 ans. Et puis, cette histoire familiale est pesante. Au bout d'un moment, au moment des gros accroissements d'activité, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors après, peut-être qu'on aura d'autres questions sur ce sujet-là, mais pour l'histoire, voilà, c'est une histoire familiale de très longue date. D'accord. Alors, pour vous, cette reprise, quels étaient les critères? De toute façon, je voulais quelqu'un qui poursuive l'histoire, hein, pas forcément avec le même nom, mais toujours avec la même énergie, la même envie, la même motivation de faire de la pièce technique complexe et de compter dans le paysage local et national. Donc ça fait partie des critères de recherche. J'imagine que les motivations étaient importantes pour vous. Vous n'allez pas céder cette entreprise à n'importe qui.
Alors ça, c'est hors de question, c'était absolument hors de question. Le choix s'est fait sur... vous en parlerez avec Benjamin, mais le choix s'est fait à plusieurs titres, mais principalement sur un projet. Il était important que le projet du repreneur, et donc Julien, corresponde à mon projet, que ce soit la suite de mon projet. Très bien. Alors pour vous, justement, Julien, d'où vous venez? Expliquez-nous un petit peu votre parcours avant la reprise de cette entreprise. Oui, alors en 2 mots, moi je suis ingénieur de formation, donc je retrouve ici un terrain, on va dire connu, en tout cas de formation, et j'ai un parcours entrepreneurial. Donc après une petite expérience au sortir d'école d'ingénieur, j'ai été à mon compte, j'ai développé mes entreprises, développé mes propres entreprises. Donc voilà, j'ai cette dimension et cette fibre depuis 20 ans que je suis dans ce type d'activité, mais pas du tout dans l'industrie, et plutôt dans le digital, dans les technologies de l'information. Et j'avais envie, à l'issue d'un cycle, j'ai vendu ma société, d'ouvrir un nouveau chapitre et d'avoir un nouveau projet, et typiquement dans l'industrie. J'avais envie de retrouver une fibre plus concrète, on va dire, matérielle, qui est importante. Et je crois beaucoup, au fond, au développement et au redéveloppement de l'industrie en France, et notamment dans les territoires. Et donc, j'ai constitué mon projet, un projet de croissance. Je souhaitais reprendre une société à taille humaine qui soit exactement dans la dimension de celle de MPH, qui est une équipe autonome, qui soit capable de gérer les opérations, puisque je n'ai pas, on va dire, la légitimité technique et le savoir-faire développé après de nombreuses années. Donc une équipe qui l'a et qui le possède, et qui justement attend ou pour laquelle le bon moment est arrivé, d'avoir un développement peut-être différent. Et c'est ce que je peux apporter dans ce projet. Donc il y a une complémentarité et un timing qui était assez bon, notamment dans la rencontre avec Silver. Alors justement, comment s'est passée cette rencontre entre vous deux? Est-ce que, Claude, vous y êtes pour quelque chose? Alors moi, je n'y suis pas directement pour quelque chose, puisque souvent, un projet de transmission, d'acquisition, de reprise, c'est un projet qui est discret. C'est un projet qui se mène, je dirais, dans des salons feutrés, où l'on peut exposer les uns et les autres le projet et la manière dont on peut procéder à cette transition. Donc, mais par contre, et par affinité aussi avec Silver, nous avons été amenés à évoquer cette situation à de nombreuses reprises. Et puis, nous avons évidemment échangé dès que ça a été signé. D'ailleurs, je crois que presque tout de suite, Silver m'a appelé pour me donner la bonne nouvelle. Et bien sûr, au nom de l'UIMM de Lyon, je me suis réjoui de cette signature, parce que, encore une fois, c'est préserver ce fleuron industriel. Julien a parlé de son goût pour l'industrie, de cette conscience qu'il a de la nécessité de réindustrialiser le pays. On en parle beaucoup, eux ils le font. Et je crois que c'est ça qui est vraiment très important, c'est que nous soyons dans l'action, et nous pouvons accompagner évidemment au nom de l'UIMM ces entreprises. Mais encore une fois, c'est une affaire qui se traite entre le cédant et le repreneur avant toute autre chose. Et la discrétion nécessaire qui est mise autour de ces opérations, je crois, doit être préservée à tout craint. Alors, ça s'est fait en toute discrétion. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Alors, de la manière la plus simple qui soit, puisque quand, en tant que repreneur ou futur repreneur, on mène ce type de projet, eh bien, on structure son approche, et puis arrive un moment où on identifie ce qu'on appellera des cibles potentielles des sociétés à reprendre. Et là, il y a différents vecteurs de communication, et le dossier était évidemment préparé par Silver et son équipe. Et donc, entre guillemets, j'ai croisé la route du dossier, et à ce moment-là, on prend contact et on se rencontre, et a lieu la première rencontre. Silver, ça s'est fait tout simplement? Oui, tout à fait. En fait, la décision de céder a été prise au moment où la croissance était tellement forte que moi, de mon côté, je n'ai pas peur de dire que j'ai eu la crainte de ne pas être capable de la tenir. J'ai dit, je vais lâcher. Et à ce moment-là, je me suis rapproché du cabinet RCA, avec qui on a travaillé assez longuement pour justement préparer un petit peu tout le teasing de cette session. Et après, c'est leur job, en fait, de faire matcher les cédants avec les repreneurs. Et puis, parmi plusieurs repreneurs, on s'est rencontrés. Et après, il y a eu quelque chose de différent.
C'était pas une question que d'argent. On s'est souri, il y avait un petit poster là qui était sur mon bureau, qui l'a fait sourire, parce que bon, voilà, on a des affinités sportives, etc., etc. Puis ça a commencé à faire on a eu des atomes crochus, puis après j'aurais tendance à dire que malheureusement ça s'explique presque pas. On s'est fait confiance, quoi. On verra effectivement la partie d'accompagnement sur une session dans la deuxième partie de l'émission. Mais vous, aujourd'hui, du coup, il y a eu des critères, on en a parlé tout à l'heure, mais quand vous avez visité l'usine, j'imagine qu'il y a eu tout un accompagnement. Est-ce que vous avez fait un tuilage? Est-ce que vous êtes parti tout de suite ou est-ce que vous l'avez accompagné pendant plusieurs mois? Ah ben non, de toute façon, il n'était pas question que je laisse mon bébé, enfin en tout cas ma petite sœur, voire ma grande sœur en fait, parce qu'elle a pris quand même beaucoup de place dans la famille, cette société. Comme ça, il n'était pas question que je laisse Julien se démerder tout seul. C'était très important que je l'accompagne de manière à s'assurer que le projet et son projet aboutissent. Et donc non, il n'est pas question de le laisser tout seul. Il y a eu un tuilage de combien de temps à peu près? Alors il n'y a pas de tuilage direct, c'est-à-dire que ça va plutôt être à la demande, parce qu'il est aussi important qu'ils se mettent les mains dans le cambouis, qu'ils se rendent compte des difficultés. On n'est pas sur un apprentissage de métier manuel, donc il vient avec des idées d'organisation qui ne sont pas les miennes, donc il ne faut pas que je sois là trop souvent non plus, au même titre, mais c'est normal, en fait, c'est normal. Maintenant, c'est sa boîte, et quand il a besoin, il m'appelle, et je réponds, je viens. Encore aujourd'hui? Oui, on a défini, comme le dit Silver, un mode de transmission et un mode de formation, si on peut prendre le terme, en tout cas d'explication, de prise en main sur les différents sujets, que ce soit bien sûr la partie machine, métier, la partie informatique, enfin tous les sujets qu'on peut imaginer dans une société de ce type. Et c'est encore le cas. Et donc on a une organisation de transmission qui est assez opérationnelle. Et en effet, qui m'a laissé tout de suite champ libre pour qu'il n'y ait pas d'équivoque ou de doute dans l'équipe, ce qui est un point très important. Encore une fois, une toute petite équipe. L'humain, c'est le premier capital, l'élément clé. Et donc, il est fondamental dans ce type de démarche d'avoir bien ça en tête et de porter attention à toute l'équipe. Et donc, du coup, il y a une simplicité finalement dans cette transition un peu du jour au lendemain, même si de l'extérieur, ça peut paraître surprenant. Au fond, c'est un bon système. Claude Vaucoulou, vous disiez tout à l'heure que c'est un fleuron dans notre département de Lyon, justement, ce fleuron. On l'a dit vite fait tout à l'heure, vous fabriquez des pièces pour l'aéronautique, pour le sport mécanique. Est-ce que vous pouvez présenter un peu plus ce que vous faites en termes de fabrication, puis nous parler un peu de votre équipe? Oui, alors MPH, c'est une société effectivement active en mécanique dite de précision. Donc on a une double activité, une activité de fabrication de pièces et une activité d'assemblage de sous-systèmes. Une double activité autour de la mécanique de précision avec une caractéristique forte, c'est le type de précision, de cote ou de contraintes que nous pouvons réaliser pour nos clients qui attendent des réalisations au centième de millimètre ou au micron. Et donc cela nécessite bien sûr des équipements spécifiques, mais aussi des savoir-faire qui permettent d'utiliser et de savoir faire fonctionner ce parc machine. Donc ça, c'est l'activité de MPH qui, effectivement, vous l'avez dit au début, active dans différents secteurs d'activité. On a l'aéronautique, la défense, la course automobile. Donc tous ces secteurs, rien que dans leur nom, on entend la nécessaire extrême précision dans le type de dispositifs qui sont achetés. Et au niveau de l'équipe, on a des gens qui ont pas mal d'expérience, des usineurs, donc fraiseurs et tourneurs d'origine, mais la frontière entre les deux est de plus en plus ténue, donc des gens qui sont très expérimentés. On intègre aussi des jeunes, mais fondamentalement, on s'appuie sur un capital et un savoir-faire très ancré, avec beaucoup d'expérience. Et puis, une dynamique autour de cet usinage, avec de la métrologie, c'est-à-dire de la mesure et du contrôle, de l'organisation d'expédition, réception, d'assemblage, qui sont un peu périphériques, mais qui sont clés dans le dispositif. Est-ce qu'on peut nommer quelques clients qui font appel à vous? Alors, on a pour habitude de pas trop les rester discrets, là aussi, il faut être discret, mais il y a derrière vous des images qui peuvent laisser penser qu'on est actif auprès de certains grands nombres de la défense en tout cas. Très bien. Un petit mot, Claude, pour conclure cette première partie. Eh bien, écoutez, pour conclure, je pense qu'il y a d'emblée des notions qui sont évidentes. La première notion qui saute aux yeux, c'est que la reprise d'entreprise, c'est avant tout une question de rencontre
entre des hommes. C'est une rencontre entre deux projets. C'est aussi faire appel à des compétences, parce que reprendre une entreprise, ça demande des compétences. J'ai en face de moi deux ingénieurs. Alors, deux ingénieurs et qui sont aussi devenus des managers. Silver parlait de son parcours à la maison de l'entreprise, l'IT2I et puis ensuite l'IFAG. Julien est ingénieur et je sais qu'il a aussi complété par d'autres voies de formation. Et ça veut dire qu'il est absolument nécessaire que nous mettions en avant le fait que ces compétences sont des compétences indispensables au management et à la conduite des affaires. Et puis enfin, je pense que ce qui est vraiment très précieux pour nous et très précieux pour le territoire, c'est que, encore une fois, ce fleuron de la mécanique va rester ici dans Lyon, que ce fleuron qui était un fleuron patrimonial reste un fleuron patrimonial, même si le patrimoine change de main, et ça c'est vraiment très très important. Et puis enfin, nous avons devant nous deux chefs d'entreprise, un qui part vers un nouveau projet, et puis un qui arrive sur ce projet, et bien évidemment lui-même les accompagnera. Julien, un petit mot aussi pour conclure. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour l'avenir de votre ancienne entreprise? Je lui souhaite, il le sait, on se l'est déjà répété X fois, je lui souhaite énormément de réussite et puis surtout beaucoup de bonheur là-dedans, parce que c'est une aventure humaine. Julien laisse beaucoup de liberté, parce qu'il est très très pris maintenant, et non, je lui souhaite juste qu'il mène sa barque comme il a envie de le faire, et le temps qu'il a envie de le faire, et qu'MPH continue à prospérer dans ce milieu, et dans Lyon, quoi. Ça, c'est assez important pour moi. Très bien, merci en tous les cas à tous les deux. On va se rejoindre dans quelques instants sur la deuxième partie où nous recevrons un chef d'entreprise et il y aura également un consultant qui sera là, qui justement accompagne les cédants et les acquéreurs. On se retrouve dans quelques secondes. Pour cette deuxième partie sur le plateau de C'est dans la boîte sur la thématique que vous connaissez maintenant, qui est la transmission d'entreprise, les clés de la réussite, j'ai le grand plaisir d'avoir sur le plateau Emmanuelle Bonneau, dirigeante de BC Entreprises à Saint-Florentin. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien. Vous êtes bien accompagné aussi. À côté de vous, il y a Benjamin Favin, qui est consultant indépendant dans le conseil en fusion et acquisition. Il est spécialiste dans l'accompagnement des repreneurs et des cédants. Bonjour à vous. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir, Parler toujours. de votre métier, absolument. Et puis évidemment, pour nous accompagner sur cette deuxième partie, Claude Vaucoulou, toujours. Claude, Mais tout va oui, bien? mais tout va bien, et puis nous allons pouvoir développer le sujet sous l'angle de l'accompagnement, et je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire là aussi. Absolument. Petite présentation de nos invités, Claude. Alors évidemment, est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter Emmanuelle Bonneau? Emmanuelle Bonneau, c'est une figure emblématique de l'industrie dans le département de Lyon. Et puis, je le rappelle avec plaisir, elle a présidé notre MEDEF Lyon pendant 4 ans et elle a été une emblématique présidente. Et puis, je crois qu'en matière de représentation de ce qu'est un chef d'entreprise, alors je n'aime pas dire une chef, j'ai un peu du mal à féminiser sous cet angle-là le français, mais un chef d'entreprise emblématique d'une entreprise qui est connue de tous dans le département, c'est bien BC Entreprises, et je crois que c'est un véritable bonheur pour le département, vous l'avez dit, de pouvoir compter Emmanuelle parmi nous. Emmanuelle. Merci Claude. Emmanuelle, vous avez, vous, une histoire assez atypique, puisque vous étiez, pour le coup, salarié de l'entreprise BC, et vous avez été, comme à plusieurs reprises, demandé de reprendre l'entreprise par l'ancien chef d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire qui est incroyable? Parce que vous ne vouliez pas reprendre cette entreprise. Alors, c'est pas que je ne voulais pas, c'est que pour moi, c'était impossible. Et quand mon prédécesseur, Étienne Cano, m'a proposé de reprendre l'entreprise, par 2 fois, j'ai refusé. Ça a été un non catégorique. Et la dernière fois, j'ai même claqué la porte de son bureau en lui disant « Plus jamais vous ne me reparlez de cela ». Et pourquoi
J'étais salariée de l'entreprise, j'étais au bureau d'études. La taille de l'entreprise, en fait, je pense que c'était la taille, me paraissait trop importante et la marche trop haute pour moi, bien que, ayant fait, je travaillais, je vous ai dit, au bureau d'études, donc des études techniques. J'avais en parallèle pris des cours au CNAM pour préparer un diplôme supérieur de gestion. C'est vrai que bon, j'avais envie d'évoluer, mais pas comme ça. Je me voyais pas remplacer Étienne Cano et prendre sa place. Pour moi, c'était impossible. Et le fait qu'il me propose ça, je me disais, ouais, il me dit ça pour me garder dans l'entreprise parce qu'il sait que je suis quelqu'un qui m'ennuie vite et il veut me garder dans l'entreprise et franchement, ça m'agaçait. Mais il a été tenace et il m'a proposé une Troisième fois. Il a osé. Il a osé en me disant, OK, je ne vous en parle plus à une seule condition, c'est qu'on aille ensemble à Paris. Il était à l'époque président de la Fédération du bâtiment de Lyon. Et il m'a dit, il y a des juristes à Paris, on va aller les voir. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, j'ai dit, OK, je vous accompagne. Direction Paris. Direction Paris, on est allé voir le juriste. Et suite à cet entretien, le juriste nous a dit, voilà, c'est un gros paquebot, ça va être difficile. Difficile ne voulait pas dire impossible. Et là, tout a changé dans ma tête. Tout s'est inversé. Difficile, ça ne me faisait pas peur. Et donc, voilà, on a après suivi les étapes classiques de la transmission d'entreprise. On va les voir tout à l'heure avec et ça. je pense que voilà, tu pourras nous développer tout ça beaucoup mieux. Mais voilà le début de l'histoire. Très bien. Donc la reprise s'est faite en quelle année? Alors, ça a été une transmission progressive. En 2003, j'ai racheté 45% des parts de l'entreprise. Et en 2003, malheureusement, c'était une année compliquée, mais je m'étais engagée vis-à-vis d'Étienne. J'avais dit j'y vais. 2003, c'était pas simple. Donc, on a envisagé la reprise en 2 temps. Je rachetais une partie des parts 5 ans après et le solde 2 ans après. On avait mis un palier au cas où ce soit compliqué. Et puis finalement, j'ai racheté le solde en 2008. J'ai racheté les 55% des actions en 2008. Alors, on peut parler un petit peu de l'entreprise. Qu'est-ce que vous y faites? Combien de salariés avez-vous? Alors, nous sommes 35 personnes. On travaille dans le domaine du bâtiment, du génie thermique. Donc, on fait tout ce qui est chauffage, climatisation, traitement d'air, plomberie, un peu d'électricité, de la maintenance. Entreprise particulière ou uniquement? Alors, tout domaine. On travaille aussi bien pour le particulier, on va faire des petits dépannages, plomberie, des dépannages banaux, voilà, comme vous avez besoin vous pouvez avoir besoin chez vous. Et puis on travaille également dans l'industrie, beaucoup dans l'industrie. On fabrique nos propres gaines, donc ce qui nous permet d'être assez réactifs. On fait des choses à la demande. On travaille pour les collectivités. Voilà, on s'adapte à la demande de nos clients, à notre clientèle. Voilà. BC Entreprise qui est à Saint-Florentin. Le témoignage, Claude, de cette reprise qui allait se faire, qui allait pas se faire, etc. Ça vous évoque quoi? D'abord, ça évoque une première chose, c'est le courage. À un moment donné, il faut avoir le courage de se jeter à l'eau parce que c'est pas quelque chose d'anodin que de reprendre une entreprise. D'abord, on y met beaucoup de soi, on y met beaucoup de son patrimoine, et puis on doit y consacrer l'intégralité de son temps, en tout cas pour les premiers temps. Et là, on a un témoignage qui, je dirais, est assez emblématique de ce qu'est la nécessité de savoir se lancer et de savoir oser
de franchir le pas vers l'entrepreneuriat. Il y a quelques années en arrière, la thématique de notre événement de rentrée économique, c'était elles ont osé, puisqu'on avait mis l'accent sur les femmes chefs d'entreprise. Et nous avons là un exemple tout à fait démonstratif de ce qu'est cette capacité à oser. Et Emmanuelle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, à partir du moment où on m'a dit c'est difficile, ça m'a pas fait peur. Parce qu'en définitive, il y a cette notion de challenge, il y a cette notion d'objectif à atteindre. Et je crois que dans l'ADN du chef d'entreprise, il y a cette notion d'objectif et il y a cette notion de dépassement. Et oui, pour devenir chef d'entreprise, il faut être courageux et il faut pouvoir franchir un à un les obstacles qui sont mis sur la route de l'entrepreneuriat. Mais quel beau témoignage! Je pensais que c'était impossible et à partir du moment où on me dit simplement c'est juste difficile, alors si c'est juste difficile, toutes les portes s'ouvrent. Mais aussi rassuré par les professionnels juridiques que vous avez rencontrés. On en a un justement à côté de vous. Il s'agit de Benjamin Favin. Vous êtes consultant au cabinet Arcean, BFC, Bourgogne-Franche-Comté et même au-delà, je crois aussi. Vous avez toute la partie Est, il me semble. Alors oui, moi je couvre la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi, oui. Vous êtes un professionnel justement, vous accompagnez chez les cédants, mais aussi les repreneurs. Elle a été justement, Emmanuelle Bonneau, rassurée par des professionnels comme vous. Son témoignage, à vous, dans un premier temps, ça vous parle, c'est des choses que vous avez au quotidien. Ah bah nous, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait au quotidien, accompagner à la cession, mais aussi à l'acquisition. Et à l'acquisition, on peut soit accompagner des entreprises qui souhaitent faire de la croissance externe quand ils ont une stratégie de développement, ou alors des repreneurs, personnes physiques, qui souhaitent, comme Julien, racheter une entreprise à titre personnel. Alors, ne soyons pas trop techniques, mais c'est important de savoir le cœur de votre métier. Vous les accompagnez de A à Z, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un processus qui est assez chronophage et qui est relativement long. Une cession ou une acquisition d'entreprise peut prendre entre minimum 12 mois, voire 18, même 24 mois quand ça peut être un peu complexe. Et il y a différentes phases qu'il faut bien identifier et qu'il faut réaliser dans des temps impartis très précis. La préparation d'abord, préparation patrimoniale, fiscale, mais aussi mettre en forme l'entreprise, regarder par rapport à sa clientèle, par rapport à sa structure interne, s'il y a des choses à améliorer. Et puis après, il faut l'analyser, il faut la mettre en valeur, comprendre comment elle fonctionne, quel est son modèle économique, comment son marché fonctionne, comment elle se positionne à l'intérieur de son marché, qu'est-ce qui fait la différencier. MPH, c'est pas simplement un bilan, elle a une histoire, elle a un savoir-faire, et ça, faut le comprendre et il faut le mettre en avant dans ce qu'on appelle un mémo, un document qui fait 30-40 pages. Ah oui. Oui, parce qu'il faut quand même, une fois qu'on va sur le marché, rassurer les acheteurs, leur donner tous les éléments pour qu'ils puissent bien comprendre l'opportunité que ça représente. Et puis après, il y a la mise sur le marché qui, elle, doit être très courte, qui se fait en toute confidentialité, parce qu'on parlait de la confidentialité tout à l'heure, mais c'est vraiment un aspect essentiel. L'entreprise, quand vous avez une transmission, c'est un moment charnière. C'est, comme on disait tout à l'heure, l'homme est hostile au changement par nature, donc c'est vrai que ça remue un petit peu tout le personnel. Il faut pouvoir les rassurer. Donc on essaie de travailler en amont pour être sûr de là où on va et présenter au moment où on a les bons candidats repreneurs. Les deux font appel à vous, les cédants, les repreneurs? Nous, les deux, oui, tout à fait, les cédants, les repreneurs. Même si on ne peut pas être des deux côtés de la table, évidemment, il y a une déontologie à respecter. Mais cette partie commercialisation est très importante, d'aller contacter, chercher des contreparties dans le marché caché, parce que ça reste un marché caché pour la plupart des affaires, et d'aller les solliciter en confidentialité avec un teaser, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ça présente l'entreprise en une page, mais sans dévoiler l'identité, pouvoir détecter les... Ah oui, il y a ça. Bien sûr. Ah oui, dans un premier temps, je sais pas. Voilà. Dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle un teaser, une page qui présente simplement l'entreprise avec les grandes caractéristiques pour aller tester le marché. Pas de chiffres, du coup. Très peu de chiffres, des grandes lignes. Nous avons identifié auparavant une liste de contreparties potentielles. Quand on a analysé l'entreprise et son marché, on a pu identifier qui pourrait être intéressé. On les contacte via la bannière Arcean avec notre teaser. Là, ils nous disent oui, non, ça nous intéresse. Et là, on fait signer des engagements de confidentialité pour leur donner accès après à l'ensemble du mémo et des informations. Voilà. D'accord, avant même d'arriver à la visite du site, j'imagine. Voilà, déjà, on est loin là. Voilà, parce que c'est pareil, pendant ce temps-là, il faut que le chef d'entreprise, lui, continue de s'occuper de son entreprise. Eh oui. On dit toujours à nos chefs d'entreprise, il faut continuer comme si vous ne vendiez pas. Parce qu'on a aussi vu des chefs d'entreprise qui ont voulu s'occuper de tout eux-mêmes, mais qui ont perdu du temps à l'opération de préparation à la transmission et qui, du coup, ont perdu de vue le quotidien et ont pu avoir un impact sur leur activité.
Donc c'est quand même important de pouvoir avoir quelqu'un qui s'occupe Ah de oui, cette qui chapeaute partie-là, pour la confidentialité et pour le temps que ça demande. Voilà. Combien de temps ça met en moyenne, justement, la cession d'une entreprise? Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans ou 6 mois? Ouais, généralement, ça met au moins 1 an, voire 18 mois, même 24 quand c'est un peu plus long. Benjamin Favin, vous avez aussi accompagné, il me semble, Silver Moreau pour la cession de son entreprise dans laquelle on est aujourd'hui. Tout à fait. Silver Moreau, alors pour le coup, c'est un dossier particulièrement affectif parce que moi, Silver, on se connaît depuis 20 ans. On s'est connus à l'IFAG, à la maison de l'entreprise. Et on l'avait accompagné. Ah, c'était des copains de classe, c'est ça? Oui, voilà. On l'avait même accompagné quand il avait repris l'entreprise familiale. On avait toujours gardé contact, bien évidemment. Et puis quand il nous a exprimé ses problématiques face à la croissance et face au marché, notamment de la défense qui se développait, hein, parce qu'il faut savoir quand même que MPH a été identifié comme étant un des 26 sous-traitants stratégiques de rang 1 de la défense, puisqu'il a intégré l'accélérateur défense BPI l'année dernière. Donc c'est vrai que se mettait en place une accélération, et comme il a décrit tout à l'heure, qui lui demandait de passer un cap, et il a fallu prendre une décision. Et quand il est revenu vers nous en disant écoutez, je pense que c'est le bon moment de passer la main, c'est avec plaisir qu'on l'a accompagné. C'est quoi ce principe d'accélérateur? C'est la BPI, la Banque publique d'investissement, qui régulièrement, suivant les priorités qui ont été données par l'État, de mettre en avant tel ou tel secteur de l'économie, de créer une promo permettant de sélectionner les entreprises stratégiques de cette filière, en l'occurrence la défense, pour les aider à développer leur business, les rassembler pour qu'ils puissent partager leurs meilleures pratiques les uns les autres, mais aussi mettre en place des conseils suivant les problématiques des uns et des autres pour les soutenir à la hausse de l'activité sur le secteur. C'est très technique, Claude, la cession, l'accompagnement d'une cession ou d'une reprise d'entreprise. Oui, bien sûr. Ça fait appel à des compétences qui sont plurielles. Et bien souvent, le repreneur de l'entreprise assoit sa compétence sur 1 ou 2, voire 3 domaines de prédilection, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et donc, il est nécessaire dans ce cadre-là de faire appel à des intervenants tels que ça a été présenté pour consolider le projet et vérifier que tout ça est dans une faisabilité acceptable. Et puis, je pense que ce qui est important, c'est que lorsque l'opération est faite, eh bien, il soit indispensable que le repreneur d'entreprise puisse continuer à trouver, je dirais, du support. C'est là où, évidemment, des officines comme l'UIMM trouvent aussi toute leur raison d'être, c'est-à-dire que l'on puisse continuer à accompagner le chef d'entreprise, notamment pour faire en sorte que le chef d'entreprise reste un chef d'entreprise avec toute sa capacité d'intervention, qu'il ne se mette pas en danger sur le plan personnel, sur sa santé, sur également son patrimoine. Et c'est là où nous sommes dans cet accompagnement de chefs d'entreprise qui vont parcourir un certain nombre de chemins qu'ils ouvrent au fur et à mesure de l'exercice de reprise de l'entreprise et de fonctionnement et de développement ensuite de cette entreprise. Et je crois que ce que l'on peut dire, c'est que le chef d'entreprise est souvent quelqu'un qui est trop seul et que nous avons, nous, à apporter cet accompagnement et ce soutien, ce support, de façon à ce qu'il soit un petit peu moins seul. Ça a d'ailleurs été la thématique de la rentrée économique de la maison de l'entreprise cette année, que de traiter de la santé du dirigeant. Parce qu'en définitive, il est important que cette santé, le dirigeant la conserve et une entreprise a besoin d'un chef d'entreprise dans la plénitude de sa forme, de sa santé et de sa capacité opérationnelle. Merci Claude Vaucoulouf, Benjamin. Dites-moi, en région Bourgogne-Franche-Comté, il y a beaucoup d'entreprises à vendre, d'industries à vendre? Oui, bien sûr. On estime à peu près à 50 000 entreprises qui sont cédées par an. Uniquement en Bourgogne-Franche-Comté? Non, sur la France Oui. entière. Et j'en reviens pour arriver sur la Bourgogne-Franche-Comté. Il faut savoir que 5% des entreprises en France sont des industries, mais représentent quand même 12 à 14% des emplois, ça faut le savoir, et même 14 à 15% du PIB. Et particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté, il faut savoir que ça atteint 17,3% des emplois. Donc ça fait de la Bourgogne-Franche-Comté la région la plus industrielle de France. Donc forcément, c'est une clientèle qui est prépondérante chez nous. Oui. Si vous aviez un conseil à donner à un futur acquéreur ou un futur vendeur, vous lui diriez quoi?
Moi, je donnerais aux futurs cédants un conseil, c'est de bien préparer sa cession en amont. On l'a dit, c'est un processus qui est long dans la réalisation, mais aussi dans la préparation. Il y a un aspect que moi je mettrais en avant, qu'on rencontre très souvent, et c'est ce qu'on appelle l'intuitu personnel, c'est-à-dire le poids du dirigeant dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Très souvent, on a affaire à des gens passionnés qui s'investissent beaucoup et qui n'ont pas pris le temps de pouvoir transmettre leur savoir, de pouvoir déléguer, de structurer. Et quand un acquéreur arrive et analyse l'entreprise et il se dit cette entreprise ne peut pas tourner sans le dirigeant, ça devient beaucoup plus compliqué de la céder. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est préparer votre transmission en commençant à structurer et à transmettre votre savoir. Très bien, merci beaucoup. Emmanuel Bonhouf, le dernier mot, évidemment, est à vous. Quand vous entendez ça, en termes de conseils, c'est ce qui vous a préparé, vous, à la reprise de votre entreprise? Oui, tout à fait. J'ai eu énormément de chance parce que Étienne, c'était également une figure emblématique. Hein. Il a été président de nombreuses années du MEDEF, président de la Fédération du bâtiment en 89. Dans l'entreprise, c'était un personnage, donc ça aurait pu être compliqué pour moi. Mais j'ai travaillé 5 ans à ses côtés, donc en étant directrice générale associée. Et c'est quelqu'un qui a su me laisser la place. C'est quelqu'un qui a su se mettre en retrait, qui était, comme le témoignage précédent, hein, il était présent mais discret. Et il était là à la demande et je le vois encore régulièrement. Et si j'ai besoin de conseils, je peux toujours lui demander des conseils plus de 20 ans après. Donc c'est une chance énorme. Et moi, je fais pareil également dans l'entreprise. Quand je ne suis pas là, l'entreprise tourne parfaitement. Et je pense que c'est très, très important. Je pense que le conseil de Benjamin absolument est d'accord avec ça. Oui, on est d'accord. L'homme doit être modeste, mais fier de son entreprise. Très bien. Allez, pour conclure, Claude. Écoutez, pour conclure, longue vie aux entreprises industrielles iconaises. Je crois qu'il y a de nombreux dossiers qui aujourd'hui sont sur la table, une table qui n'est pas exposée, mais les dossiers sont en train d'être traités et je pense que nous allons pouvoir conserver tous nos fleurons iconais et les voir perdurer et se développer pour le plus grand bien de l'industrie, pour le plus grand bien des salariés, pour le plus grand bien du pays. Donc vraiment, c'est quelque chose de prépondérant pour nous à l'UIMM. Très bien, merci beaucoup Claude Vaucoulou, effectivement, on a besoin de cela. Merci beaucoup à l'entreprise MPH de nous avoir reçus aujourd'hui dans son entreprise. Merci beaucoup à Julien Platel, à Sylvain Moreau. Merci beaucoup à Benjamin Favin d'être présent. Merci aussi à Emmanuel Bonhouf d'être présent aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de l'UMM et du MEDEF de nous avoir fait confiance. Merci à Suzy Kellin à la réalisation. Et on se retrouve nous pour une prochaine émission de C'est dans la boîte avec une nouvelle thématique. Merci beaucoup messieurs, dames.